listen. Oh, we're riding high, wild and free, dancing in the shadows, you and me. Feel the heat rise like a fever pitch. One of these days I'll flick the switch. Got that rhythm when the sparks will glow. Time moves fast and we need to go slow down and sink again. Listen. Bonjour et bienvenue à cette conférence intitulée « Ces territoires qui font carton plein avec la logistique ». C'est donc une conférence feel good avec Yannick Buisson, vice-président de l'Union TLF, Yolande Urvois, directrice de Les Boîtes à vélo. Alors très rapidement, c'est une association de loi 1901 qui regroupe les métiers qui ont besoin de transporter des choses et qui ont fait le choix de le faire à vélo. Exactement. C'est bon, oui. Voilà. Guillaume de Corzan, sous-directeur des services marchands à la DGE, autrement appelée la Direction Générale des Entreprises, et Florence Robinet-Genchev, déléguée générale de logistique Seine-Normandie, qui est également membre de l'association Paris-Seine-Normandie. Bon. Alors déjà, à quoi reconnaît-on un territoire qui fait carton plein avec la logistique? Quels sont les critères en fait pour les repérer, ces territoires? Yannick, on commence par vous. On peut regarder le taux d'emploi de la logistique dans ces territoires. C'est une statistique INSEE. Et si on regarde les 3 territoires qui ont un taux d'emploi logistique supérieur à 7%, il y a 3 territoires qui se dégagent. J'ai mes petites notes pour ne pas en oublier. Les Hauts-de-France, qui sont à plus de 8%. On a la Normandie, 7,5%. Et on a le centre Val-de-Loire qui est à 7,2. Et donc, c'est les 3 territoires aujourd'hui qui ont le plus d'emplois logistiques. Oublions pas qu'un emploi logistique, c'est un emploi indirect. Donc, vous pouvez multiplier par 2 ces chiffres sur l'impact de la logistique sur ces territoires-là. Donc ça, c'est un premier critère qu'on peut regarder. Puis ensuite, c'est la dynamique des projets. Si vous prenez les Hauts-de-France, je crois qu'on a en 2025 460 000 m² de projets. C'est 24% de plus que 2024. Voilà, donc emploi et dynamique de projet. Très bien. Guillaume de Corzan, peut-être un complément par rapport à ces critères qui nous permettent de reconnaître les territoires de logistique. Il y a eu la vision quantitative, donc je vais forcément compléter avec l'angle plus qualitatif des projets logistiques. Faire carton plein avec la logistique, en fait, il y a plein de façons différentes de le faire du point de vue des territoires. Et on a essayé, avec notre modeste échelle, de les mettre en visibilité. Donc nous, à la Direction Générale des Entreprises, on a recensé un certain nombre de pratiques territoriales inspirantes. Je pense qu'on aura plusieurs exemples qui seront cités lors de cette table ronde, mais qu'on a rassemblé dans un document qui est publié aujourd'hui sur le site de la Direction Générale des Entreprises. Ça tombe quand même vraiment bien. Bravo, timing. Merci. Quel timing. Le sens du timing à la DGE. Et donc finalement, un territoire qui fait carton plein avec la logistique, c'est un territoire qui s'active, qui fait des choses, mais on verra après, il y a plein de recettes. C'est peut-être le premier ingrédient clé, et je pense qu'il est souvent un très bon indice de ces territoires qui sont actifs et qui sont proactifs en logistique, c'est ceux qui vont travailler sur la gouvernance, ceux qui vont aller construire des feuilles de route, du dialogue entre les différentes parties prenantes, avec les acteurs privés, avec les services de l'État. Voilà. Donc dans ce document, on a 13 grandes catégories, on va dire 13 pratiques inspirantes et qui à chaque fois sont illustrées par 3 ou 4 exemples, dont plusieurs viennent par exemple de Seine-Normandie. Justement, voilà, on enchaîne, merci pour la transition. Elle est parfaite, on n'a pas répété. Hein. Donc effectivement, Normandie, un territoire qui compte pour la logistique, on peut effectivement le mesurer par plusieurs chiffres. Alors Normandie, et je vais plutôt aussi axer mes propos sur à l'échelle de la vallée de la Seine, puisque nous, en fait, la logistique n'a pas de frontières administratives, vous le savez tous. Et donc nous, l'échelle de pertinence pour nous, c'est vraiment le Havre, entre le Havre et Paris. Donc c'est vraiment l'axe Seine. Et à cette échelle-là, effectivement, on comptabilise plus de 18 000 établissements, 411 000 emplois dans le secteur de la logistique. Alors, vous avez aussi effectivement les établissements industriels dans lesquels on va retrouver aussi des emplois logistiques. Ce n'est pas uniquement dans les établissements dédiés à l'activité logistique. Et puis, on a la chance aussi d'avoir Aropaport, premier complexe portuaire français, et qui permet aussi d'avoir des flux de marchandises et donc des trafics
multimodaux, je le dis, puisque on ne parle pas effectivement, quand on parle de port, on ne parle pas que de maritime. Il y a tout l'acheminement pré et post avec du ferroviaire, avec du fluvial, etc., qui aussi comptent et ont leur place aussi sur le territoire. Et donc, c'est plus de 85 millions de tonnes de marchandises qui sont transportées via ces ports et qui transitent par ces ports. Et puis ensuite, on a des gros investissements aussi sur le territoire qui marquent aussi l'intérêt que les entreprises ont pour la Normandie. Et je prendrai comme seul exemple, mais il y en a plein d'autres, les investissements récents de terminaux de Normandie avec MSC, dans le cadre du projet TIL, avec plus d'1 milliard d'euros injectés sur le territoire pour ce projet. Du flux et du stock. Les investissements se font sur les deux parties, c'est-à-dire le multimodal. Et également alors, sur les... effectivement, Terminaux de Normandie, c'est un terminal portuaire. Donc là, je vous ai donné des exemples très portuaires. Mais effectivement, il y a aussi des investissements qui se font. Et d'ailleurs, on le voit aussi sur la raréfaction foncière aujourd'hui qu'on peut avoir pour développer de nouveaux projets logistiques. C'est bien parce qu'il y a une demande et qu'il y a une occupation foncière aujourd'hui en termes de logistique qui est très forte. Et donc avec une pression qui s'exerce effectivement aussi sur la Normandie. Yolène Urvois, du coup, avec ce prisme de la cyclo-logistique et peut-être un petit peu plus une logistique urbaine, vous avez identifié comme ça des territoires où vous avez l'impression que la logistique est mieux accueillie, mieux comprise déjà ? Que la cyclo-logistique est mieux accueillie, oui, effectivement. Je crois qu'on le reconnaît notamment parce que ce sont des territoires sur lesquels on a une diversité d'acteurs qui se sont engagés sur le transport à vélo. On a évidemment les pure players, les pionniers, entrepreneurs, entrepreneuses qui ont fait ce choix et depuis longtemps, mais on a aussi des structures qui opèrent une partie de leur transport, une partie de leur logistique à vélo cargo et puis une partie en VUL, une partie en poids lourd, une subsidiarité comme ça entre les modes selon ce qui est le plus pertinent en fonction de ce qui est transporté, de la distance parcourue, etc. Et également où des collectivités ont fait ce choix pour leur propre service. Et quand on a ces trois typologies d'acteurs qui se sont engagés sur le transport à vélo et qu'on a en plus un écosystème serviciel autour de fonciers, de fournisseurs de solutions, de matériel, etc., eh bien on a un territoire qui fait carton plein avec la cyclo-logistique, si je peux me permettre de dévier un petit peu. Et est-ce qu'on peut dénoncer ces territoires alors ? On peut les dénoncer, on peut même les saluer. Je pense notamment à des villes et des métropoles comme Nantes, comme Lyon, comme Paris. Des territoires aussi sur des villes plus moyennes, je pense à Rouen, en Normandie, toujours très pionnier sur ces sujets-là, qui également travaille notamment sur la complémentarité fluviale cyclo, par exemple, c'est le cas également de Strasbourg. On a vraiment un maillage de métropoles de tailles différentes et de villes de tailles différentes. Dinard, par exemple, en Bretagne, est aussi une ville où la cyclo-logistique s'est très bien intégrée. Parce que, et je pense qu'on en reparlera, c'est une façon même pas de contourner, mais d'embrasser les contraintes du territoire et les caractéristiques du territoire. Alors là, on a les éléments pour reconnaître les territoires qui font carton plein, mais quelles recettes, quels sont les ingrédients pour que ces territoires arrivent à faire carton plein ? Est-ce qu'on a des ingrédients qu'on pourrait donner ? Guillaume de Corzan, oui. Oui, du coup, nous, ce qu'on a, peut-être les grandes catégories de pratiques qu'on a identifiées, je ne vais pas vous faire les 13 et les 40 exemples qui les accompagnent, mais on voit quand même 3 grandes catégories de sujets qui sont, on va dire, abordés et qui sont pris à bras-le-corps par les collectivités. Il y a le sujet du foncier, évidemment, qui est un des ingrédients essentiels pour faire de la logistique, que ce soit d'ailleurs plutôt sur des zones rurales avec des entrepôts d'assez grande taille ou sur la logistique urbaine. Pour faire de la cyclo-logistique, il faut aussi des hôtels logistiques urbains de petite taille. Ce qui est souvent oublié, et si oui, tu me permettre. Et qui est oublié et qui est en compétition avec d'autres usages. Et d'où l'intérêt d'une planification et d'une organisation par les pouvoirs publics. Donc le foncier, c'est un sujet très important. Je crois que côté d'ailleurs logistique Seine-Normandie, il y a eu tout un travail de cartographie et d'identification des besoins du foncier. Je sais que dans le conseil régional des Hauts-de-France aussi, qui était une des régions importantes en termes de logistique qui a été citée, a identifié le foncier à haut potentiel de report modal. Voilà, donc c'est quelques illustrations. Encore une fois, je ne vais pas vous faire les 40, mais donc premier ingrédient, je dirais le foncier. Le second, évidemment, c'est la transition écologique, où là, on va trouver des exemples, par exemple, autour de l'accès au centre-ville. Chartres Métropole, mais ils sont nombreux, ont mis en place des conditions d'accès différenciées en fonction des émissions de CO2 des différents types de véhicules. Et donc, moins vous émettez, plus c'est facile d'accéder au centre-ville et d'aller livrer le dernier kilomètre.
On a le Grand Angoulême sur des sujets, je crois, de restauration collective, a mis en place des critères de transport durable. Donc on peut aussi utiliser le levier marché public. Donc ça c'est bon. Donc foncier, transition écologique et dernier ingrédient vraiment essentiel, enfin qui est aussi essentiel, c'est l'accompagnement de l'innovation, de la structuration de filières locales, que ce soit le soutien à des clusters, souvent derrière des, on va dire, des locomotives, sans mauvais jeu de mots logistique, mais comme Daher autour de Toulouse, le Grand Port de Marseille ou CMA-CGM à Marseille, voilà, donc qui vont s'organiser, et des clusters, voilà, des clusters comme Login, Pile, enfin je vais en oublier évidemment, Eura Logistique et autres. Donc avec ces trois ingrédients-là, et qui vont s'intégrer dans une gouvernance, on va dire. Vous avez les ingrédients, il faut le plat quand même pour aller au four. Qui vont dans cette gouvernance-là, on peut mettre en place des programmes extrêmement structurants et qui en fait derrière doivent se traduire par des actions très concrètes, comme j'ai pu citer, pour inciter le report modal, l'usage de la cyclo-logistique, comme à Nantes, je crois qu'il y a des clauses de livraison spécifiques par vélo cargo. Voilà. Donc nous, c'est ça qu'on a identifié comme grand volet. Évidemment, il y a encore d'autres façons et on est ouvert aux contributions. D'ailleurs, hein, je ne l'ai pas dit, mais s'il y a des frustrations, des bonnes pratiques que vous ne retrouvez pas dans le document de la DGE, on a pu en rater, écrivez-nous et on sera ravis de le mettre à jour au fil de l'eau. En tout cas, il y a quelque chose qu'on sent, c'est ce partenariat public-privé. On n'est pas seulement sur l'un ou l'autre qui décide. Yannick, est-ce que vous avez d'autres ingrédients à ajouter à cette recette ? Alors, en complément, je dirais que, en fait, il ne faut pas raisonner un territoire comme étant mono-industrie. C'est-à-dire que les territoires qui se disent on va faire que de la logistique, bah, effectivement, il n'y a pas grand-chose à stocker ou à transporter. Les territoires qui vont faire que de l'industrie, bah, il faut des entrepôts et du transport pour pouvoir acheminer les produits et les transporter, les exporter. Donc, les ingrédients, c'est concevoir un territoire qui va héberger l'ensemble de la chaîne, que ce soit effectivement de la production, de la logistique. Il faut des compétences, donc il faut des écoles. Et donc il faut imaginer son territoire comme un écosystème de compétences et donc d'entreprises qui vont finalement travailler ensemble pour servir les entreprises du territoire et le territoire en lui-même. Donc ça c'est important. Et on voit que ces territoires qui sont effectivement multisectoriels se développent beaucoup plus vite et ont toutes les compétences en local pour amener des atouts à leur territoire. La logistique et le transport, c'est éminemment un sujet d'organisation, de réseau, de moyens de communication. Et donc, ces projets, on parlait de foncier, et au-delà du foncier, c'est de raisonner finalement flux. Donc c'est bien d'avoir des terrains où on peut faire des entrepôts, c'est encore mieux s'il y a des routes d'accès, si tout ça a été imaginé, plus l'intermodalité, hein, la connexion aux différents modes, et on voit bien qu'il y a des zones multimodales qui se développent très fortement. Donc voilà, donc c'est multi-industrie, en tout cas multisectoriel, une organisation qui permet le développement des projets. C'est pas rare de tomber sur un foncier où on peut faire un entrepôt, mais c'est bloqué parce qu'il n'y a pas d'accès. Et ce projet d'accès, il n'est pas à l'ordre du jour, il le sera dans 5 ans ou il le sera dans 10 ans, on a zéro garantie. Et donc on n'arrive pas à développer le projet. Donc voilà, donc il faut une cohérence de projets d'infrastructure, il faut effectivement du foncier et il faut imaginer un territoire multisectoriel, multi-industrie. Et aussi une vision, parce que ce sont des projets qui prennent du temps à se monter. Donc vous disiez, il n'y a pas l'infrastructure, il faut attendre 5 ans, 10 ans si elle n'a pas été pensée avant. Donc il manque aussi cette... Oui, il y a un sujet de projection de son territoire sur des écosystèmes et de quel élément on a besoin et de se dire, voilà, c'est comme ça qu'on va organiser. Ça demande de l'organisation, pas de la cité, mais du territoire, pour pouvoir faire en sorte que les entreprises puissent se développer et amener des atouts à l'ensemble des entreprises du territoire. Florence Robinet-Genchef, vous confirmez, la Normandie a tous ces ingrédients. On a peut-être même d'autres en plus. Obligatoirement d'autres. Oui, alors effectivement, je ne vais pas paraphraser ce qui a déjà été dit. Il y a déjà beaucoup d'ingrédients là qui ont été donnés pour avoir une bonne recette au final. Moi, ce que je rajouterais, c'est peut-être la volonté politique. Et nous, on a cette chance quand même en Normandie d'avoir un territoire qui pousse et des élus qui poussent pour que la logistique en fait soit vraiment au cœur
aussi du développement économique de la région. Et il ne faut pas oublier que la logistique est au service de l'industrie et est un élément très fortement contributeur aussi de cette performance industrielle et cette performance de territoire. Donc effectivement, il y a tout l'écosystème qui est majeur et nous, LSN, c'est notre job que de fédérer et d'animer ce collectif en fait, de compétences. Parce qu'on ne s'arrête pas évidemment aux logisticiens, aux transporteurs. Vous en avez parlé, les centres de formation, les agences d'intérim qui vont permettre de pourvoir à de la main-d'œuvre pour effectivement suppléer à des projets d'implantation, etc. Donc il y a tout ça. Et puis dernier élément, et je fais lien avec ce que je disais sur la volonté politique, c'est qu'il faut qu'il y ait effectivement des élus qui emmènent, qui accompagnent, mais il faut aussi que ces élus soient les garants d'une stabilité dans la réglementation. Alors, les élus de territoire ne sont pas les seuls décideurs sur ce sujet. Je me retourne vers vous de manière évidente. Je ne suis pas non plus seul décideur sur le sujet. Mais c'est quand même un élément majeur et on aura beau vouloir tout ce qu'on veut, à un moment donné, c'est quand même l'entreprise qui décide, on pourra y revenir, elle décide de là où elle doit s'implanter et elle décide de là où elle doit s'implanter aussi en fonction finalement de l'ensemble des facteurs favorables, dont la stabilité réglementaire, dont les mesures qui seront mises en place pour l'accueillir de la meilleure façon possible, pour pouvoir effectivement contribuer à cette attractivité de territoire. Yolène Urvois, vous voulez ajouter quelque chose par rapport à cette vision et cette collaboration entre le public et le privé par rapport à la cyclo-logistique toujours? Oui, tout à fait. Alors effectivement, je pense que les recettes, ou la recette et les ingrédients pour développer la cyclo-logistique sur un territoire, cela reprend beaucoup d'éléments qui ont été partagés ici, notamment la question de la volonté politique et de la concertation publique-privée. Tout ça, c'est presque la première étape de préparer la mise en œuvre, préparer le déploiement de la cyclo-logistique sur un territoire. En termes je reviens sur le portage politique, les territoires, j'évoquais Nantes tout à l'heure, qui est un territoire vraiment pionnier. Eh bien, c'est aussi un territoire sur lequel il y a un référent logistique urbaine qui a été très investi sur la précédente mandature. Je ne doute pas que ce sera le cas également dans cette nouvelle mandature. La métropole de Nantes est adhérente de notre association. C'est la seule collectivité adhérente et c'est pas neutre non plus que ça le soit. De la concertation entre les acteurs, évidemment, comme pour tous les acteurs de la logistique urbaine dont nous faisons partie. C'est aussi un travail, peut-être le deuxième ingrédient, qui est lié à l'aménagement du territoire et à la planification territoriale, la planification du foncier. Le foncier, vous l'évoquiez, est un sujet pour l'ensemble des logisticiens. Je crois que pour la cyclo-logistique, c'est des contraintes qui sont d'autant plus importantes, puisqu'il faut que ce soit des espaces qui soient à la fois accessibles pour les poids lourds, pour le flux entrant, et puis qui soient aussi accessibles d'un point de vue cyclable pour le flux sortant. Et le tout proche des centres urbains et proche aussi des grands axes. Donc vraiment, on est sur une convergence des difficultés. À cela s'ajoute bien sûr l'accessibilité financière et on a un bon cocktail d'ingrédients délicats à trouver, mais néanmoins très savoureux quand ils y sont pour que le territoire se développe. Et puis peut-être le troisième ingrédient, c'est celui d'accompagner. Il revient à accompagner les acteurs économiques par des leviers extrêmement efficaces, directs et mesurables, que sont notamment la commande publique avec des marchés publics qui soient correctement closés de manière ajustée, adaptée aux besoins de la cyclo-logistique. Vous évoquiez la ville de Nantes qui a listé un certain nombre de marchandises ou de commandes qui pouvaient être faisables en cyclo-logistique ou livrées en vélo-cargo. La ville de Paris également prévoit une préférence à la livraison à pied, à vélo, puis avec des véhicules motorisés ou électriques. Donc tout cela, c'est des leviers qui poussent vraiment les acteurs et qui portent les acteurs. De même que un point qui est important, qui est celui de l'accompagnement au changement. Travailler à vélo cargo, c'est un investissement important, un investissement matériel certes, mais ça reste des prix d'achat qui sont relativement limités par rapport à ceux des vulles électriques notamment, mais c'est aussi un investissement en termes de gestion du changement, d'accompagnement au changement, et donc ça fait partie des ingrédients nécessaires d'accompagner cette période-là extrêmement charnière, qui derrière permet des reports modaux dans la durée sur des zones de pertinence et qui derrière se font une bonne subsidiarité entre les modes.
On a cité plusieurs villes et plusieurs territoires, plusieurs régions qui font le carton plein avec la logistique. On peut imaginer quand même qu'il y a des prédispositions géographiques, topographiques, parfois historiques aussi à leur réussite dans le domaine de la logistique. Néanmoins, par rapport à tout ce que vous dites, ça veut dire qu'on pourrait avoir un pays plus équilibré en termes d'activité logistique, qu'on pourrait sortir de la fameuse dorsale et aller sur d'autres territoires. Parce que là, vous donnez des ingrédients qui finalement sont accessibles à tous. Ce serait possible ou pas ? Probablement, il y a quand même une réalité géographique. On en parlait tout à l'heure. La logistique et le transport, c'est quand même un métier à la base de rationalisation et d'optimisation. Et donc notre souci permanent, c'est localiser les entrepôts au cœur des flux, au barycentre des flux, pour limiter le nombre de kilomètres, pour mieux remplir les camions. Et donc, effectivement, c'est à la base un métier de barycentre. Et quand vous faites un barycentre, et donc tout dépend la portée de votre usine et de votre entrepôt. Si c'est une portée nationale, vous allez vous retrouver dans un croissant 45, 91, 77. Et si vous mettez votre entrepôt là, vous savez que vous livrez toute la France dans un délai raisonnable. Il n'y a pas la Normandie Après, ça dépend de où viennent vos flux. C'est pour ça que je dis ça dépend de la finalité de si vous produisez, si vous faites de l'import, en fonction des pays que vous servez, vous allez vous retrouver plutôt dans le nord de la France ou en Normandie en fonction de vos flux d'appro et de où est-ce que vous expédiez vos produits. Si vous faites un entrepôt Europe du Sud, entre l'Italie, l'Espagne, Lyon, vous allez plutôt vous retrouver dans cette région-là. Donc ça veut dire que potentiellement en fonction du périmètre qui est servi et de la structuration de votre schéma logistique, vous pouvez vous retrouver effectivement sur différents territoires. Donc à ce titre-là, tous les territoires sont éligibles en fonction effectivement de la couverture géographique des entreprises qui s'y trouvent. Mais effectivement, il y a une réalité géographique, il y a une réalité d'optimisation des flux, des kilomètres, en fonction d'où viennent les produits et où ils partent. Et après, il faut des ingrédients dont on a parlé, et on pourra peut-être y revenir après. Après, il y a des impulsions, on parlait de politique, sur des filières qui peuvent recréer des besoins sur un territoire. Mais à la base, il y a quand même un sujet très clairement géographique et de rayon d'action des entrepôts et des entreprises. En matière de logistique à vélo, j'imagine que la question se pose également. Parce qu'on Pour pédaler, il faut aussi faire le barycentre. Hein. Oui, il y a de l'électrique quand même, mais voilà. Oui, effectivement, il y a des critères inhérents à un territoire qui sont facilitants. Disons que c'est pas exclusif, c'est pas excluant. La Beauce, c'est bien. Comment ? La Beauce, c'est bien. La Beauce, c'est bien. La Croix-Rousse à Lyon, c'est bien aussi, mais un peu moins chargé. Disons que dans ces critères-là qui sont inhérents à un territoire, il y a évidemment la densité de population, la densité de commerce qui vont nous donner une idée du potentiel cyclo-logistique. D'un point de vue topographique, effectivement, une ville qui va avoir beaucoup de pentes à plus de 5%, avec un vélo chargé, même avec assistance électrique, ça devient un peu plus lourd. C'est pas impossible, mais ça devient un peu plus lourd. Les tournées sont plus courtes, etc. Donc le relief est important. La qualité des infrastructures cyclables est également extrêmement importante parce que au-delà de la capacité du coup des cyclologisticiens ou des travailleurs à vélo de prendre ces pistes cyclables, il y a aussi la bonne cohabitation avec les autres usages et donc des pistes cyclables bien dimensionnées, suffisamment larges pour pouvoir accueillir des flux cyclistes et des flux cyclologistiques qui peuvent se dépasser en toute sécurité, etc. C'est vraiment essentiel pour que la cyclologistique se développe. Je donne l'exemple de Marseille qui a vraiment fait beaucoup de progrès là-dessus, qui est une ville avec un potentiel cyclo extrêmement important au regard également de la congestion des routes dans un centre-ville. Et on voit aussi que dans les quartiers ou dans les endroits où les infrastructures cyclables sont les moins bien dimensionnées, eh bien, ce sont aussi des endroits où la cyclo ne se développe pas du tout malgré le potentiel. Rouler en sécurité, c'est quand même un critère qui est extrêmement important. Et puis, il y a aussi des spécificités qui sont liées parfois à des façons d'avoir pensé la ville, notamment les centres urbains historiques. Je pense notamment au rempart de Saint-Malo, c'est un tout petit centre, mais qui est extrêmement intéressant à observer parce que c'est un endroit où il y a beaucoup de commerce, il y a beaucoup de dynamisme, et il y a
très peu de possibilités d'accès. Et là-dessus, c'est une petite ville, Saint-Malo, et pourtant la cyclologistique s'y développe extrêmement bien parce que c'est pertinent, parce que la cohabitation avec les commerces, les touristes et les riverains fonctionne extrêmement bien. Et donc, ce sont des facteurs facilitants. Néanmoins, il n'y a pas de dosage impératif, il n'y a pas de limite. On a aussi des métiers qui sont dans des zones moins denses, dans les zones urbaines, voire périurbaines, voire rurales moins denses, mais sur des métiers, je pense notamment aux services d'entretien des collectivités, fonctionnent aussi extrêmement bien et sont aussi très pertinents. Donc ça dépend aussi du secteur d'activité. Guillaume de Corzon, est-ce qu'il est possible alors de sortir de la dorsale et d'aller sur d'autres territoires? De toute façon, dans une certaine mesure, il le faut. Le foncier est malheureusement pas infini. Il y a aussi bien du point de vue de la réglementation, de la compétition avec d'autres usages. Vous n'avez pas d'ISAN? Non, mais j'étais pas loin. Interdit. On a joué, non mais parce qu'on a dit qu'on jouait à ni oui ni zan. Donc, mais oui, c'est à ça qu'on pense derrière. Mais globalement, voilà, il y a cette forme de compétition. Il faut une forme de maîtrise et de sobriété dans tous nos usages. Et je pense que, qu'on parle, là je parle pas juste de logistique, je pense de façon très générale. Mais pour autant, on a voulu regarder sur le sujet de la prédisposition, on va dire, à l'accueil de la logistique. On a voulu regarder ça sous l'angle foncier, et notamment, est-ce qu'il y a des zones qui sont entre guillemets saturées, où il n'y a plus de place, où voilà, tout le foncier est pris. Et donc on a fait et donc on publie là encore un deuxième document le même jour, et voilà, on a voulu faire une petite expérimentation avec l'IGN qui nous a appuyés. On a regardé sur les départements de la Somme et de l'Yonne. Donc on a voulu prendre la Somme dans les Hauts-de-France, forcément une dimension logistique assez forte, donc là plutôt sur la dorsale, et l'Yonne qui est peut-être un peu plus rural et un peu moins dans cet axe direct, encore que. Et ce qu'on a voulu faire, c'est regarder s'il y avait du foncier qui correspondait à un certain nombre de critères assez raisonnables. Est-ce qu'on peut trouver des zones qui sont suffisamment loin d'espaces naturels protégés, suffisamment loin d'espaces résidentiels, parce que c'est clairement un irritant, suffisamment proche d'un axe routier principal, parce que le but c'est quand même bien à un moment d'acheminer des marchandises. Comme le disait Florence, effectivement, il y a un moment où l'entreprise choisit quand même l'endroit qui l'arrange. Bah oui, évidemment. Donc on a essayé de regarder des choses qui sont quand même pertinentes. On ne s'est pas dit qu'on allait poser ça au milieu d'un champ où il n'y a absolument aucune route autour. Et des parcelles qui seraient déjà artificialisées. Et en fait, en faisant cet inventaire, ce recensement, on va dire, du foncier, c'est un exercice un peu théorique, mais ce qu'on trouve sur ces deux départements de la Somme et de l'Yonne, on trouve entre eux, alors ça dépend du niveau de restrictivité, on va dire, qu'on s'amuse à mettre sur ces critères, mais dans notre expérience, on trouve entre 40 et 70 km², ce qui est en fait énorme à l'échelle de ces deux départements. Ça correspond à plusieurs dizaines d'années de consommation foncière annuelle de la logistique. Donc, le premier message, c'est, en fait, il y a du foncier candidat de partout. Il n'y a pas de, enfin en tout cas c'est à vérifier en généralisant ça à toute la France, mais il n'y a pas de territoire entre guillemets saturé. Donc l'activité logistique peut continuer à se développer. Et sur des zones qui sont tout à fait acceptables, acceptées. Voilà. Le deuxième message, c'est que les installations logistiques sont déjà pas mal dans ces zones assez raisonnables. En fait, les logisticiens sont soit raisonnable soit malin, sans doute les deux, ils vont en bonne partie sur ces zones qui sont plus facilement acceptables par les autorités locales et par les riverains et les citoyens. Le critère qu'on voit qui est souvent le plus compliqué à respecter, c'est la proximité à des espaces résidentiels. C'est souvent ça qui va être le plus dimensionnant sur les choix d'implantation. Mais donc, et enfin, pour autant, même si une bonne partie des installations logistiques sont dans ces zones qu'on a pré-identifiées, on va dire, une partie n'y sont pas. Donc la conclusion qu'on tire, nous, de cette première expérimentation, c'est que il y a de la place, et il y a de la place pour du déploiement concerté, intelligent, et faire en fait de la belle politique publique, c'est-à-dire avec des autorités locales, des acteurs privés qui se parlent, qui explicitent les contraintes et qui disent voilà, ici on est prêt à vous accompagner parce qu'on sait qu'on a besoin de logistique. Mais faites-moi l'effort, s'il vous plaît, d'aller sur les endroits les moins clivants et qui resteront tout à fait efficaces pour votre activité. Voilà, donc évidemment, ça peut être raffiné, on peut regarder la proximité aux échangeurs multimodaux et ce genre de choses. Je pense qu'on va poursuivre un peu l'exercice. Mais cette
voilà, cette expérimentation, on invite vraiment que ce soit les collectivités territoriales, les logisticiens à s'en emparer, à regarder ce que ça donne et à se dire est-ce que la méthode pourrait peut-être être généralisée. Et d'ailleurs, je comprends que même côté Seine-Normandie, vous ne nous avez pas attendu pour faire un exercice qui est pareil mais en mieux. Voilà. Mais donc, on a voulu faire ça à notre sauce pour se convaincre et on est convaincu qu'il y a de la place pour un déploiement logistique raisonné et un peu de partout. Il n'y a pas de prédisposition fatale vers ou pour ou contre la logistique. Yolande, tout à l'heure, peut-être que vous vouliez compléter, Florence. Non. Faites comme vous voulez. C'est moi qui guide, c'est moi la chef. Yolande, tout à l'heure, vous parliez d'un référent logistique qui était un avantage dans certaines villes. Il y a eu des élections et des résultats d'élections récemment. Est-ce que, donc sans donner de nom pour qui vous avez voté, de savoir si ça prend une bonne tournure a priori comme ça sur ces résultats-là, est-ce que la discussion, le sujet de la logistique est de mieux en mieux abordé, de mieux en mieux compris. Voilà, vos sentiments à tous les quatre sur ces résultats. Est-ce qu'on aura plus de référents logistiques Je commence. Allez, Yolande. Je me lance. Oui. Pour faire ce vœu, en tout cas, qu'il y ait plus de référents logistiques urbaines, ça c'est certain que c'est un souhait nécessaire. Hein. Je reprends aussi c'est des choses qui ont été notamment saluées ou soulignées dans le rapport récent là, sur la logistique urbaine durable. C'est vraiment essentiel pour une bonne concertation, pour un portage politique, pour que la logistique urbaine devienne de plus en plus un sujet politique et de politique locale, ça c'est essentiel. On a des signaux intéressants qui sont à souligner sur le portage, l'écho qu'a pu avoir notre sujet dans le cadre de la campagne municipale. Au Boîte à Vélo, on a un réseau de 14 associations sur les territoires. Ces associations ont pour la plupart fait le lien avec leurs listes, avec les listes candidates et dans les territoires, globalement, il y a eu au moins un espace de dialogue à un moment donné. Je pense aussi à l'association Respire qui a fait signer des chartes à plus de 50 listes pour améliorer la qualité de l'air dans les villes, dont certaines se sont engagées spécifiquement pour une logistique urbaine qui améliore la qualité de l'air, voire qui développe la cyclologistique. Et ça sur des villes et des métropoles de toutes les tailles. Donc ça, c'est intéressant, c'est des bons signaux. Et puis, ce calendrier municipal, il est intéressant aussi pour nous parce que c'est une opportunité de démarrer un cycle de 6 à 7 ans qui permettent de mettre, en ce qui nous concerne en tout cas, la cyclologistique ou en tout cas la logistique urbaine durable au cœur du sujet et avec engager de la formation des acteurs, de la formation des élus, des techniciens, engager des actions concrètes qui peuvent avoir des effets directs, des effets à court terme. Hein. On n'est pas sur des politiques publiques avec des effets uniquement à la fin de la mandature, voire après. Démarrer de la commande publique, intégrer du vélo cargo, du transport à vélo dans ses propres services, démarrer des instances de concertation, c'est des choses qui peuvent avoir des effets quasi immédiats, en tout cas à 1 an, 2 ans, qui peuvent être aussi le terreau d'expérimentation interacteurs, comme ça peut avoir déjà eu le cas sur les mandatures précédentes ou sur la période précédente. Hein. On parlait tout à l'heure du cyclo-fluvial dans des territoires comme Rouen, comme Strasbourg. Donc tout ça pour nous, c'est surtout une opportunité de commencer une nouvelle ère et on sent qu'il y a une continuité d'écoute et du potentiel pour aller avec de nouveaux territoires, continuer à travailler, à outiller ces collectivités. Donc plutôt positif, plutôt optimiste. Optimiste en tout cas. Même sentiment chez vous? Nous, c'est un travail permanent. Avec l'Union TLF, on invite tous nos adhérents à ouvrir leurs portes, à faire visiter les entrepôts. C'est-à-dire que voilà, on a aussi besoin de faire comprendre ce que sont nos métiers, ce que sont nos activités, qu'est-ce qu'ils amènent à un territoire. Vous avez des nouveaux élus, vous avez les mairies, vous avez des communautés de communes. Enfin, on a aussi beaucoup de personnes à convaincre, en tout cas à faire découvrir ces métiers-là, parce qu'on parlait de foncier, mais parfois le foncier il est à l'agglo, il est à la Comcom, c'est le maire qui doit signer. Enfin, donc on est dans une conférence feel good, donc tout ça s'aligne toujours parfaitement bien. Les projets sont tellement courts que la mandature n'a pas le temps de se terminer avant que le projet voit le jour. Enfin, oui, on est dans un truc feel good, donc tout se passe bien. Il y a un petit sarcasme. Non, pas du tout, pas du tout. Non, mais en tout cas, ce qui est important, c'est de montrer l'apport de ces outils pour le territoire. Et donc, ça veut dire que c'est aussi aux entreprises
de faire cet effort-là, d'expliquer. Et parfois, on passe devant un entrepôt, on ne sait pas vraiment ce qui s'y passe. Donc, quand on ne sait pas, on se dit que on ne sait pas. Donc, non, mais il faut ouvrir les portes. C'est à nous aussi de faire l'effort d'être mieux connus, d'être plus intégrés dans le territoire, que ce soit vis-à-vis on parlait des voisins, du voisinage, qui est souvent un sujet, et de voir comment on peut avoir un développement qui est harmonieux, au sens chacun peut effectivement comprendre et on trouve comment s'intégrer dans ces territoires, et donc avec les élus aussi, et donc c'est le travail qu'on fait des guides pour des élections, on rencontre les élus avant et après, et on essaye de faire comprendre l'intérêt qu'un territoire pourrait avoir, se doter de foncier, d'une organisation, et d'attirer des entreprises, et surtout de faire comprendre que si on n'a pas les outils logistiques, on ne peut pas réindustrialiser, ou alors il faut être prêt à ce qu'une entreprise qui produit, n'ayant pas les bons outils, elle va aller sur un territoire où il y a les bons outils pour mener son activité. Donc voilà, c'est ce travail de fond, et les entreprises sont bien sûr souvent et très souvent prêtes à ouvrir leurs portes, faire découvrir les métiers et la fonction de logistique et transport. L'Union TLF avait fait ce livre blanc d'une dizaine de propositions adressées aux candidats. Vous avez eu des retours, est-ce que... Là, on est en mode présidentiel maintenant. Oui. Là, c'est dépassé. Là, on travaille sur le livre blanc pour les présidentielles. C'est bientôt. Une vingtaine de propositions. Vous augmentez le... Non. C'est pas une histoire de quantité, c'est une histoire d'impact et de qualité. Donc, on essaie de trouver les 4-5 idées qu'il va falloir faire passer pour les présidentielles. En tout cas, créer le dialogue, l'entretenir quand il existe. C'est un petit peu le maître mot. Voilà. Oui. Et désacraliser ces fameuses boîtes qu'on voit au bord des autoroutes. Mystérieuses, on ne sait pas ce qui se passe dedans. Et il s'y passe que des choses formidables. Florence, par rapport aux politiques et à ce dialogue Ouais, alors nous, les élections n'ont pas changé grand-chose, puisqu'on n'a pas eu de grosses modifications. Donc nous sommes sur une stabilité, là, pour le coup, qui est plutôt positive, puisqu'on avait déjà des élus qui étaient, pour la plupart d'entre eux, quand même plutôt enclins à nous aider sur nos sujets. Moi, le sujet que je voulais évoquer avec vous sur cette question, c'était plutôt en fait la manière dont nous, on a chez LSN travaillé en fait l'organisation logistique du territoire en utilisant finalement comment dirais-je, la suprématie, enfin pas la suprématie, mais en tout cas la manière dont les territoires peuvent avoir de l'influence sur les intercos. J'étais en train de chercher mes mots, pardon. Et donc on a utilisé dans le cadre du schéma de cohérence logistique, donc on a piloté à l'échelle de la Normandie, on est allé chercher le préfet de région et le président de région et on leur a dit voilà, nous on va vous apporter notre expertise pour vous expliquer ou en tout cas vous éclairer sur la manière dont il faudrait organiser la logistique sur le territoire normand. Mais par contre, on a besoin de vous parce que nous, seuls, petite association, on n'arrivera pas à faire passer nos messages et on va savoir, nous, vous expliquer au regard de ce que les entreprises veulent, où est-ce qu'il faut développer et sacraliser du terrain pour pouvoir y développer de l'activité logistique. Mais vous, aidez-nous à valider ça et à le faire connaître et à le partager avec les territoires. Et donc, c'est ce qu'on a réussi à faire. Et donc, on a un pilotage fort, politique, donc préfet de région, président. Et donc, ils ont soutenu notre dossier, notre projet. Ils l'ont communiqué et partagé aux différents territoires de la Normandie et de l'axe Seine. Et en plus de ça, ils l'ont inscrit dans le cadre du SRADET. Ce qui fait que notre petit schéma d'association au démarrage... qui n'avait pas vocation à être très écouté, sauf par la bonne parole qu'on pouvait prêcher par nous-mêmes, finalement se trouve prescriptif auprès des territoires parce qu'il est intégré dans le cadre du SRADET. Et donc ça, pour nous, ça a quand même été une petite victoire parce que ça nous permet quand même, au travers de ce schéma, de s'assurer que les politiques publiques seront bien en adéquation avec le besoin de nos entreprises. Et je remets vraiment l'entreprise au cœur du sujet, parce qu'on aura beau dire tout ce qu'on veut. Nous, on l'a vu par exemple sur la directive territoriale d'aménagement au niveau de la vallée de la Seine, avec des territoires qui étaient préemptés pour de l'activité logistique et qui n'ont jamais été occupés par l'entreprise, parce que ça a été pensé...
ministère, Ailleurs. voilà, et Pas le que nôtre, les entreprises, c'était pas vous, hein, vous n'étiez pas là déjà, ça, c'est très vieux la DTA, ça a au moins 20 ans, mais en tout cas voilà, il n'y a pas eu de confirmation de besoin de la part des entreprises. Et donc, on s'est retrouvé avec des terrains qui étaient préemptés, qui ne correspondaient pas du tout aux besoins des entreprises. Et du coup, on ne pouvait rien faire. Donc, l'idée de ce schéma, c'est de dire, attendez, nous, les entreprises, elles savent ce qu'elles veulent. On va vous dire là où vous devez absolument préempter et conserver du foncier, voilà, sanctuariser pour de l'activité logistique, parce qu'on va avoir plusieurs modes de transport, parce qu'on va avoir un foncier qui va être pertinent au regard surtout du dev éco de l'entreprise. Voilà, donc ça c'est un exemple, je pense, assez... Enfin, qui en tout cas voilà, est plutôt positif et qui a amené vraiment un partenariat public-privé, là pour le coup assez, je pense... qui va servir les entreprises en tout cas. Avant cette conférence, vous m'aviez parlé de Cosen Agglomération, qui était une des rares en fait à... Enfin, racontez-nous. Voilà, je vous laisse. Oui, alors Cosen Agglomération, effectivement, c'est un territoire normand, et en fait qui est venu nous voir en disant voilà, moi mon territoire, je le dédie. Alors on est beaucoup en train de parler de réindustrialisation, c'est un territoire industriel fort, et donc ils étaient en train de se dire, c'est bien, là on est en train de faire venir des gros projets industriels sur le territoire, mais est-ce qu'on a suffisamment de services logistiques au service de l'industrie? Et donc il nous reste encore un peu de foncier, et ce foncier, est-ce qu'on doit le dédier complètement à de l'activité industrielle, ou est-ce qu'il faut qu'on en garde un peu pour pouvoir développer du service logistique qui de toute façon va servir à la compétitivité de nos industries? Et donc ça, j'ai trouvé que c'était effectivement plutôt un très bon exemple, parce que c'est pas tous les territoires qui se posent ce genre de questions. Et très en amont, ils ont commencé aussi, eux, à composer une banque de compensation. Et ça aussi, c'était, je trouve, c'est assez exemplaire, parce que tous les territoires ne le font pas. Et donc, au fur et à mesure qu'ils ont pu implanter des projets industriels, ils avaient finalement en face des terrains pour pouvoir compenser finalement la consommation foncière qu'ils avaient. Donc, un territoire qui me semble assez exemplaire à ces deux titres-là. C'est un exemple qui fait partie du document diffusé. Alors, Des deux documents. pas Cosen, pas Cosen Aglo, mais effectivement, le schéma de cohérence logistique régionale, c'est la pratique territoriale inspirante numéro 3. Je ne connais pas les 13 par cœur, mais celle-là, je me rappelle, les 3 premières, ça va. Non, en fait, ça illustre bien, sans commenter, c'est pas du tout ma place de commenter les municipales, mais en fait, en tant qu'exécutif local, que ce soit d'ailleurs à l'échelon commune, métropole, département, région, si vous ne vous intéressez pas à la logistique va venir s'intéresser à vous quoi qu'il arrive. Ça va, entre guillemets, s'imposer, parce que vous en avez besoin en tant que même administration. Il faut livrer des cantines, des hôpitaux, des collèges, etc. Et par ailleurs, l'activité économique continue et les acteurs vont chercher des endroits pour déployer cette logistique qui souvent accompagne d'autres activités comme l'industrie. Donc on ne peut que saluer ces territoires qui prennent le sujet à bras le corps, qui anticipent et qui vraiment pensent à la logistique de façon transverse, parce qu'il y a un peu un risque aussi qu'à force que la logistique soit un peu partout, elle finisse un peu nulle part. Et quand c'est pas le cas, ça fait des excellents résultats. Moi, je trouve que les exemples qui sont donnés sont remarquables. Et on souhaite nous continuer le dialogue sur la base de ces fameuses pratiques premières pratiques qu'on a pu identifier. On va poursuivre le dialogue avec les intercommunalités de France, les départements de France et autres pour identifier là encore comment on peut aider à démultiplier. Est-ce qu'il y a des choses à mettre en valeur, des freins réglementaires à lever? Ça, c'est aussi dans notre ADN. On sera ravis de le faire avec des retours terrain un peu plus concrets qui marchent souvent un peu mieux que des trucs pensés dans des ministères qui se passent très bien en théorie mais qui ne rencontrent pas la réalité pratique. Il nous reste 5 toutes petites minutes. Du coup, je me tourne vers la salle, savoir si quelqu'un avait des questions qui ne se seraient pas posées. Je vous laisse. Ah oui, il y a une question. Est-ce qu'on peut avoir un micro? Merci. Une question. Antoine Beyer, Institut Paris Région. On a pris les bons exemples. Est-ce qu'il y a des exemples à ne pas suivre? On a dit que c'était une conférence feel good. Oui, est-ce qu'il y a des mauvais exemples? J'en connais pas.
Bah non, la réponse est non. J'aimerais, alors comme il reste un tout petit peu de temps, revenir sur ce que vous avez dit à propos de pensée globale et d'avoir un raisonnement en termes d'écosystème. Ça veut dire quoi? Ça se concrétise comment de réfléchir en écosystème? Les territoires, ils sont toujours développés autour d'une industrie majoritaire. On a la pharma et cosmétique valley, et le textile dans le nord, même si c'est une période plus compliquée pour le textile, mais le nord est en train de redynamiser avec les batteries, en tout cas les méga factories. Donc ça veut dire des usines, ça veut dire des entrepôts, ça veut dire des compétences, ça veut dire des écoles, ça veut dire de la formation continue. Voilà, on parlait de volonté politique. Derrière ces grands projets, il y a obligatoirement tout un écosystème qui se crée, puisque quand on développe des usines de batteries, il y a toute cette problématique et ce savoir-faire de gérer ces produits classés, les batteries usagées. Enfin voilà, il y a des nouveaux écosystèmes qui demandent des compétences diverses et variées. Et donc ça prend du temps, donc il faut une volonté. Hein. Ces projets, ils ont été annoncés il y a déjà probablement 2-3 ans. Ils commencent de voir le jour, ils commencent à avoir des besoins logistiques, il va y avoir des besoins de rivers, de traiter les déchets des batteries. Et ça projette un territoire sur une durée longue. Et puis il y a des nouveaux métiers qui vont apparaître avec des nouvelles entreprises, parce qu'on ne connaît pas toutes les problématiques qui sont liées aux batteries électriques, etc. etc. Donc c'est ça, développer un écosystème. Et donc effectivement, il faut cette vision-là, se lancer et accueillir les entreprises et les compétences nécessaires à ces nouvelles filières. Mais je pense que c'est l'histoire de tous les territoires. Après, effectivement, il y a des cycles et il faut anticiper la fin d'un cycle pour se projeter sur sur un nouvel écosystème. Le prochain cycle, ça va être l'économie circulaire, où effectivement, il y a encore plus que dans d'autres domaines, il faut penser vraiment global, de la production jusque... je sens que j'ai pas d'écho. Si, on visualise tous le fait qu'il y aura de moins en moins de produits neufs et de plus en plus de produits reconditionnés, etc. Ça, je trouve que c'est encore abstrait, mais ça arrive. Il y a un livre blanc sur l'économie. C'est le troisième livre de la DGE aujourd'hui. Un petit peu avant. Non, mais oui, c'est sûr, sur l'économie circulaire, ça demande de réinventer ça demande de réinventer effectivement la logistique. Comment est-ce qu'on traite tous ces déchets qu'on veut, en fait, qui peuvent être réutilisés. Forcément, les flux sont pas les mêmes. Si on veut réindustrialiser, pareil, les flux vont changer. Enfin, on passe sur des choses qui sont beaucoup plus internationaux, soit de l'intérieur vers l'extérieur ou l'inverse, à des choses qui sont beaucoup plus cycliques, locales. Ça me fait penser au flyer de AI Cargo qui me montre son petit circuit de train qui fait tout le tour de la France. Allez voir leur stand, ils sont très bien. Mais voilà. Mais non, il y a forcément des choses à inventer. Et ça s'anticipe dès le départ. C'est pas à la fin du projet, on se dit tiens, en fait oui, comment je traite mes déchets. Et de l'ingénierie dès le début. Un autre exemple qui a bien marché, qui a été bien fait, c'est tout ce qui est déploiement d'éoliens en mer. Vous voyez la taille quand même des éoliennes. Quand il faut acheminer ça jusqu'au port de Marseille, les assembler sur place, aller les déployer en mer, ça a demandé beaucoup d'anticipation. Et là, la logistique était inscrite dès le début. On a pensé à cet espace dans le port. Et Dieu sait si dans les ports, les espaces sont rares et très demandés. Mais là, il y a eu cet effort en amont de bien sanctuariser ça. Voilà. Très bien. Pas d'autres questions. Il nous reste une vingtaine de secondes. Et ben voilà, du coup, juste s'il y en a une. Super rapide. Bonjour, je m'adresse en particulier à Monsieur de Corzan, mais à tout le monde finalement. Je voulais savoir comment vous voyez-vous la loi d'Aubier et la loi de simplification du droit de l'urbanisme et du logement, justement par rapport à ces questions de foncier et de foncier économique et logistique. Alors... Est-ce qu'on prévoit une autre conférence sur le sujet ? Parce que là, je suis en petit dépassement de secondes. En plus, j'aurais pas de réponse pas langue de bois à vous apporter, malheureusement. On peut poursuivre après, mais je vous le dis tout de suite. Donc, on s'épargne un peu de langue de bois. Désolé. Merci pour la transparence, en tout cas. Merci beaucoup à vous. Et puis, à bientôt. Bon salon. Listen.
We're riding high, wild and free, dancing in the shadows, you and me. Feel the heat rise like a fever pitch. One of these days I'll flick the switch. Got that rhythm when the sparks will glow. Time moves fast and we need to go slow down to sink again. Listen.